Salutations compagnons et compagnonnettes, sœurs et frères du monde médiéval. Aujourd'hui, mon cher Bohémond, nous allons innover. Ah ouais, c'est quoi? Je te propose de créer une nouvelle série, en plus de ce que nous avons déjà fait. Cela va s'appeler le grimoire d'un maître S stratégie. Qu'en penses-tu? Oh, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, d'accord. Je cherche un nouveau monteur. Si quelqu'un est intéressé, vous pouvez venir. Ouais. Non, je plaisante. On verra bien ce que ça donne. Alors, de quoi va-t-il s'agir? C'est très simple. Je vais, sur 2500 ans d'histoire, faire un panorama, une espèce de lexique de toutes les tactiques et stratégies militaires intéressantes. Celles qui sont redondantes, celles que l'on retrouvera à différentes époques. Que ce soit dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, pendant les guerres napoléoniennes, sous l'Ancien Régime, ou bien dans les guerres du XXe siècle. Alors, et là, tu trouves pas que c'est un peu plus explicite, un peu plus intéressant? Ah là, c'est déjà mieux. Hein. Ah, c'est déjà mieux. Parfait. Bon, nous avons l'approbation de Messire Bohémond. On va pouvoir y aller. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, je participe à un projet grandiose, un projet citoyen de reconstitution historique, un projet patrimonial, un projet de développement, un projet de restauration, un projet de développement de notre patrimoine historique et régional, c'est-à-dire que je participe à la restauration et à l'histoire vivante dans un château qui s'appelle Castelrock. Le seigneur de Castelrock est le sire Barskin et je ne suis que son modeste forgeron, enfin l'un de ses modestes forgerons. Récemment, le seigneur m'a demandé de lui faire une petite étude concernant la défense d'un château fort, en l'occurrence Castelrock en Occitanie, attaqué lors de l'épisode des croisades albigeoises. Alors, nous sommes à quel siècle, messire Bohémond? Le XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, eh oui, un très très grand siècle, par rapport au XIVe qui lui est plutôt calamiteux. Mais on y reviendra. Alors, qu'allons-nous faire? Monseigneur Barskin de Castelrock doit donc défendre son château, et je vais lui apporter mes quelques lumières en stratégie, en tactique militaire. Tout d'abord, voyons l'aspect matériel. Tu dois défendre un château fort. Que te faut-il? D'abord, pense que si une armée ennemie arrive sur tes terres, tous les paysans qui vivent à proximité vont venir s'y réfugier. Cela fait partie du contrat moral, du contrat civique entre le seigneur, entre la noblesse, la caste militaire. Caste militaire, au fait, comment appelait-on les chevaliers et les militaires en latin? La théorie de Dumézil sur les trois ordres, le tiers-état, la noblesse et le clergé. Et chacun avait donc, dans cette répartition tripartite de la société médiévale, un nom latin. Milites, je sais pas. Ah, c'est pas mal. Milites, c'est déjà pas mal. Miles milites, c'est pas mal. Ce sont les pugnatores. Les paysans étant les laboratores et les clercs et l'église étant les sacerdotes. Alors donc, pense que forcément, avec l'arrivée des ennemis, tu as énormément de paysans qui vont venir se réfugier dans ton château avec les biens qu'ils peuvent transporter en urgence. Alors évidemment, que faut-il pour nourrir tout ce monde? Il te faut des vivres et de l'eau. Y as-tu pensé? Premier point. Ensuite, tu vas devoir défendre ce château, défendre ses murailles, défendre ses tours. Et avec quoi? Avec quoi défend-on un château, messire Bohémond? Avec des remparts? Oui, mais... Enfin, oui, d'accord, les remparts, évidemment. Mais je veux dire, sur le plan offensif, on balance quoi sur les ennemis? Des grosses pierres? Des grosses pierres. Oui, alors exactement, ce sont des pierres qui ont à peu près la taille du poing. Parce qu'il faut penser qu'il faut les monter en haut des remparts. Donc si on prend des quartiers de roche comme ça, c'est pas très intéressant, ça va fatiguer tout le monde. Tandis que on prend des paniers qu'on a tressés auparavant, on les remplit de pierres de cette taille-là à peu près, et on balance tout sur les assaillants. Crois-moi, avec la gravité, c'est largement suffisant. Sachant qu'en général, une muraille a une hauteur de 8 à 15 mètres globalement. Alors donc, est-ce que tu as pensé avoir de l'osier, des paniers et des pierres? Parce que tu vas en balancer beaucoup au-dessus des créneaux. Qu'est-ce qu'on peut encore lancer sur les assaillants? De l'huile? Ah non, on balance pas l'huile, on balance de l'eau chaude plutôt. Chaude ou de la poix. La poix est liquide incendiaire qui correspondrait à notre napalm aujourd'hui. On balance quoi sur... Regarde Bohémond. C'est des flèches? Voilà, on balance des flèches. Et ensuite... Tu m'aimes bien en tout cas. On balance quoi ensuite? Bah des carreaux d'arbalète. Voilà, des flèches et des carreaux d'arbalète, exactement. Alors, est-ce que tu as pensé, défenseur du château, à t'équiper donc en armement, évidemment, en lance, en épée, en bouclier, en carreaux d'arbalète et en flèches. Sachant que cela va te nécessiter des plumes d'oie ou des empennages en cuir pour les carreaux d'arbalète et des fûts en bois
et des pointes de flèches. Ensuite, pour la défense de tes soldats et hommes d'armes, tu as besoin d'équipements personnels, tu as besoin d'équipements de protection, c'est-à-dire les cottes de mailles. Ça, évidemment, ça concerne les sergents d'armes et les gendarmes, donc plutôt les nobles ou de petite noblesse, les gens qui sont très proches de leur seigneur. Pour les autres, pour les simples soldats, ils seront équipés de gambissons. Il faut néanmoins en avoir suffisamment. Il faut des boucliers. Les boucliers ne sont pas faits comme on peut le croire dans les films hollywoodiens des années 60 et 70. Les boucliers ne sont pas faits en acier. Ils sont faits en bois et recouverts de cuir ou de toile de jute. Donc ça aussi, il faut les préparer, en sachant qu'un bouclier, c'est du consommable. Ça se casse extrêmement vite au combat. Alors à présent, on a vu les vivres, l'équipement, le château lui-même. Alors, est-ce que ton château est en bon état? Est-ce qu'il y a des brèches, des trous qu'il te faut colmater? Est-ce que les créneaux sont bien restaurés eux aussi? Parce qu'évidemment, si tu as une brèche à un endroit, un trou dans la muraille, il sera extrêmement facile pour l'ennemi de le repérer et de s'y glisser subrepticement. Ah, évidemment, j'ai dû oublier des trucs, on verra plus tard. Alors, deuxième grande question pour la défense d'un château, et là c'est peut-être le plus intéressant, c'est l'aspect psychologique. Comment prend-on un château ou une place forte ou une ville fortifiée au Moyen-Âge? Quels sont les moyens? À ton avis, Bohémond, est-ce que tu as quelques idées sur la façon de prendre un château? Bah les béliers, on défonce la porte. Les béliers, on peut... Ouais, alors ça, disons, c'est l'assaut frontal. L'assaut frontal, comme l'a dit Messire Bohémond, effectivement, on peut utiliser des béliers pour fracasser les portes, on peut utiliser des cordes avec des grappins pour se hisser sur les remparts, ainsi que des échelles. Le problème, c'est que ce type d'assaut est extrêmement coûteux en vie humaine. Et franchement, je vais te dire une chose, si tu es le premier à monter l'échelle qui a été dressée par tes camarades, que tu vas escalader la dizaine de mètres d'échelle jusqu'au rempart, j'aimerais pas être à cette place-là personnellement. Alors on devait désigner les volontaires au sort, certainement, je sais pas. Mais toujours est-il que c'est pas la meilleure place. C'est un peu comme les premiers soldats qui sortent de tranchées pendant la guerre 14-18. Forcément, il va y avoir un nombre de morts énorme. L'assaut frontal, en général, on évite. Si on peut recourir à d'autres moyens. Quels sont les autres moyens pour rendre un siège? Bah la diplomatie, on demande aux gens... La diplomatie, on négocie effectivement. Parce qu'il y a une des grandes lois de la guerre, qui a malheureusement été souvent respectée, c'est que si le siège coûte trop cher en vie humaine à un assaillant, quand cet assaillant a pris la place, tout le monde va être massacré, quasiment. Et les biens pillés et les assaillants vont mettre le feu à la ville ou au château. On essaie d'entrer en conciliation, les assaillants vont négocier leur entrée dans le château en échange de la vie sauve des défenseurs et qu'il n'y ait aucun mal fait aux habitants. Ensuite, quel autre moyen peut-on utiliser pour prendre un château? Bah on laisse les gens mourir de faim à l'intérieur. Ça c'est pas mal, je pensais pas à ça, mais oui effectivement. Alors le siège, on fait le blocus, c'est-à-dire que on va empêcher toute communication avec des armées de secours à l'extérieur. Les défenseurs ne vont pas pouvoir sortir et personne ne va pouvoir rentrer. Donc forcément, on laisse crever les gens de faim et de soif. Alors ça, on l'a vu extrêmement souvent. Par exemple, il me vient à l'idée le siège de Château-Gaillard en 1202-1203, si je me souviens bien, par Philippe Auguste. Et la garnison anglaise était tellement affamée qu'elle a relâché, elle a fait sortir toutes les bougies inutiles, entre guillemets, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les vieillards qui s'étaient réfugiés à l'intérieur. Et tous ces gens sont morts de faim et de froid dans les fossés, entre Château-Gaillard lui-même et les lignes des Français de Philippe Auguste. Ça se passait souvent comme ça au Moyen-Âge, malheureusement. Le blocus, oui, effectivement, ça fonctionne assez souvent. Quand les gens n'ont vraiment plus rien à manger, bah, ils se rendent. Ensuite, que peut-on utiliser comme autre moyen? Un trait peu reluisant de l'âme humaine. Parce que parmi les gens que tu vas voir dans ton château, il n'y a peut-être pas que des amis. Il y a peut-être des gens qui veulent ta perte. On met des espions. On met des espions, oui, c'est pas mal. Bon, ça, c'est souvent avant que l'armée arrive. Pour mettre le siège, je sais, ça y est. Avant que l'armée n'arrive, on peut effectivement envoyer des gens en déplacement qui vont observer les défenses, qui vont observer l'état des murailles et le moral des habitants du château. Effectivement. C'est ce qui se passe par exemple pour le siège de Fougères où le célèbre François de Surienne, le spécialiste des coups un peu foireux et des attaques par traîtrise, envoyait toujours des espions à lui avant de prendre une ville ou un château. Comme ça, il était renseigné sur les moyens militaires et psychologiques des défenseurs. Mais alors donc, à ton avis, autre moyen? La corruption. La corruption et la traîtrise, effectivement. Alors, on peut exploiter effectivement un ressentiment de certaines personnes par rapport à leur seigneur, ou alors on peut les payer, très simplement. C'est ce qui s'est passé lors du siège de Jérusalem en 1099. Des gens ont été soudoyés pour ouvrir une porte. On a fait l'assaut direct, on a fait le blocus, on a fait la trahison, la négociation. Il reste d'autres choses. Alors, là, en l'occurrence, Castelroc, c'est
un château qui est situé sur un nid d'aigle. C'est vraiment de la roche, donc on peut pas utiliser cette solution. Néanmoins, c'est une solution qu'on utilise souvent pour les châteaux qui sont en terrain normal, en terrain meuble. Cette solution, et ça a été employé au siège de Vienne par les Turcs ottomans. Ça se fait la nuit, très discrètement. On creuse sous les remparts? Voilà, on fait une sape, exactement. On fait une sape discrètement, on creuse sous les remparts, on était la galerie, et ensuite on met le feu. Et quand le feu a détruit les étais, une partie du rempart s'écroule, on crée une brèche et on donne l'assaut. La sape, exactement. Qu'est-ce qui nous reste? Et là, ça va employer des moyens un petit peu plus importants. Là, il faut vraiment des spécialistes. On emploie des spécialistes ingénieurs. C'est l'utilisation pour fracasser les murailles. Très simplement, l'artillerie. Que ce soit l'artillerie médiévale à base de contrepoids et d'arcs tendus, ou alors plus tard, à partir du 15e siècle, deuxième moitié du 14e et tout le 15e siècle, c'est l'artillerie à poudre. Effectivement, qu'on a une bonne artillerie, on fracasse les murs, on crée une brèche et on entre dans le château et l'affaire est faite. Et enfin, il reste encore un autre moyen. Alors toujours sur la psychologie humaine. Tout à l'heure, on a parlé de traîtrise. Là, c'est encore un autre moyen. Par exemple, le siège le plus célèbre qui a extrêmement bien fonctionné, c'est Troie, lors des guerres entre Grecs et Troyens. C'est la ruse. La ruse, exactement la ruse. Merci Bohémond. On attend la nuit, donc on s'est renseigné par des espions sur les dispositions de la ville, de défenseurs, sur les murailles. François de Surienne, donc dit l'Aragonais, qui a vécu à la même époque du Guesclin. François de Surienne est un grand spécialiste de la prise des villes par surprise. Il en avait plus d'une quarantaine à son actif. Un autre élément extrêmement important, c'est le moral des troupes. Comment est le moral dans ton armée? Est-ce que tous tes soldats sont en bonne santé? Est-ce qu'ils sont bien nourris? Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce que tu n'es pas un méchant dictateur qui fait régner la terreur dans son château? Sinon tes hommes vont t'abandonner au premier problème venu. Est-ce que tu as une affaire de déshonneur, d'adultère avec l'une des femmes de tes hommes ou un paysan qui t'en voudrait et qui pourrait à ce moment-là ouvrir discrètement une porte pour faire entrer l'ennemi? Et enfin, est-ce que ton peuple, les gens qui sont venus se réfugier dans ton château, sont bien animés à ton égard? Est-ce que tu les as bien traités? Et enfin, as-tu pensé à faire la chasse aux espions? C'est-à-dire à demander à ce qu'on te rapporte tout comportement suspect. Te permettrait de découvrir un espion avant l'arrivée des assiégeants. Un autre point qui est important, c'est le moral, mais chez l'ennemi. Est-ce que l'ennemi a un bon moral? Est-ce qu'ils ont connu des défaites ou des victoires avant de prendre ton château? Combien sont-ils? Est-ce qu'ils ont des vivres? Est-ce qu'ils ont de l'eau? Et enfin, en quelle saison sommes-nous? Pense un peu que pour des gens, pour les croisés qui viennent du nord, se battre et mettre le siège d'un château en pleine chaleur au mois de juillet et d'août ne sera pas tellement évident pour eux. Avant l'arrivée de l'ennemi, est-ce que tu as pensé à faire empoisonner les puits? Est-ce que tu as pensé à mettre des cadavres d'animaux en décomposition dans les rivières afin de supprimer leur accès à l'eau potable? C'est exactement la stratégie qu'avait fait Saladin avant la prise de Jérusalem en 1187 lors de la bataille des Cornes de Hattin. Il avait fait empoisonner tous les points d'eau entre Jérusalem et le site de la bataille, ce qui fait que quand les croisés sont arrivés sur place, aux Cornes de Hattin, ils étaient tous morts de soif. Donc Saladin n'a eu plus qu'à les cueillir lors de la bataille. Ensuite, la question de la nourriture. Est-ce que tu as pratiqué la politique de la terre brûlée? Est-ce que tu as fait brûler les champs? Est-ce que tu as mis en sécurité tous les approvisionnements en grains, en nourriture, pour que l'ennemi ne puisse pas se trouver des vivres sur place? Autre détail très important, la quarantaine. À l'époque, donc début du XIIIe siècle, lors des croisades albigeoises, le système des armées repose sur la quarantaine. C'est-à-dire que le vassal doit 40 jours de service militaire à son seigneur. Au bout de 40 jours, il peut retourner chez lui sans avoir aucun problème avec son suzerain. À moins que le suzerain ne paye ses vassaux et ses troupes avec monnaie sonnante et trébuchante. Si tu arrives à tenir ton siège plus de 40 jours, tu as la possibilité de voir l'ennemi lever le siège et te laisser en paix. Je pense que je dois oublier pas mal de choses, mais déjà, ça nous permet de voir un petit panorama de la façon dont on peut défendre un château fort au XIIIe siècle. En tout cas, si tu as pris toutes ces précautions, cela t'évitera l'hypothèse d'une défaite humiliante. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la question. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez cette nouvelle série, qui sera relativement étoffée et développée dans les semaines à venir, vous pouvez me récompenser par un pouce bleu au bon endroit, et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui concernera la Seconde Guerre mondiale, et je vous dis à bientôt. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin, Bohémond? L'histoire, c'est toi qui l'as fait.